le contexte Sainte-Anne est particulier puisque les enseignants, bon, sont déjà, c'est-à-dire que ça fait déjà une douzaine d'années qu'on a intégré les technologies en un pour un. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves ont leur portable, les enseignants aussi ont les outils technologiques nécessaires. Donc, tout le travail de formation en lien avec la technologie, mais par la suite en lien davantage avec une pédagogie plus active et les technologies, ça avait déjà été fait. Et depuis quelques années aussi, on vivait à raison de 2, 3 fois par année des journées, ce qu'on appelle des journées carboneutres ou des journées de cours à distance. Donc, le but, au départ, c'était le calcul de l'empreinte écologique. Tout le monde reste à la maison, on fait l'école à distance. C'est pour ça qu'on appelait ça des journées carboneutres, c'est-à-dire que c'est vraiment pour limiter bon la pollution, etc. Puis on calculait ce qu'on sauvait au niveau au niveau de notre empreinte écologique. Donc, le hasard a fait que la journée où bon le ministre a annoncé la fermeture des écoles, nous on était en journée carboneutre. Et Ok. c'était un vendredi. Donc, on a tout de suite annoncé que la semaine suivante, on poursuivait à distance. Mais donc, nos enseignants étaient déjà prêts à faire vivre je te dirais, une école à distance dans la mesure où euh, tous les enseignants ont leur plateforme. Tous les enseignants avaient déjà leur contenu sur les plateformes. Majoritairement. Donc, et on avait déjà les moyens de communiquer avec les élèves et tout. Ceci dit, de le vivre pour quelques journées dans l'année et de le vivre de façon continue, euh, c'est deux choses. Absolument. Donc, je te dirais qu'il y a différents aspects qu'il a fallu, pour lesquels il a fallu un peu s'ajuster. Bon, au niveau des outils technologiques, bon, c'est certain que tout ce qui est visio-classe, c'est pas quelque chose qu'on avait déployé at large. Par exemple, des licences avancées de Zoom Pro, etc. Donc, sur le plan technologique, il a fallu se doter. Bon, nous, nos enseignants, quand ils arrivent à Sainte-Anne depuis quelques années, ils reçoivent leur kit, là, leur portable, leurs écouteurs, un peu comme j'ai avec le micro pour pouvoir faire la vidéo. Donc, tout ça, ça allait. Mais pour certains, bon, pour s'installer convenablement, ont besoin de tech, des casques, des trucs comme ça qu'on leur a fournis, mais je te dirais que ça a été quand même limité parce que les gens avaient pas mal ce dont ils avaient besoin. Ensuite, ça a été davantage, je te dirais que notre conseillère technopédagogique a été énormément sollicitée parce que là, c'était d'explorer des aspects de leur plateforme qui avaient jamais eu à faire vraiment. Donc, ceux qui étaient en Google Classroom, par exemple, ça a été d'utiliser Google Meet. Beaucoup sont allés avec Zoom. Et là, ça a été de découvrir l'outil, par exemple, les les breakout rooms là, pour faire collaborer, juste de découvrir l'outil, puis là de rencontrer les différents bugs techniques ou technologiques avec les outils. Bon, on a fait beaucoup de formations en lien avec les outils tech tout au long de ce processus-là. Donc, il y a eu l'aspect technologique, mais il y a aussi eu l'aspect pédagogique. Et là, on a travaillé, ben ça a été principalement mon mandat, de travailler à tout le soutien pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui est e-Sainte-Anne, qui est sur notre plateforme Innovation Sainte-Anne, que ce soit les bonnes pratiques d'enseignement à distance, revoir notre étiquette, c'est quoi la étiquette en vidéoclasse, par exemple, comment on fait de la bonne vidéo, etc. C'est des choses sur lesquelles on avait déjà travaillé, mais là, ça a été de mettre ça dans un format un peu sous forme de guide auquel les enseignants avaient accès, pouvaient discuter tout ça. On a mis en place aussi des groupes de discussion et de partage. Okay? Donc, si je reviens là à ta question des grandes catégories, il y a oui l'aspect technologique, le soutien au niveau de l'aspect technologique. Donc, nous, on a une conseillère technopédagogique. Il y a eu le soutien au niveau de l'aspect vraiment strictement pédagogique ou transformer nos cours. Tu sais, à un moment donné, c'est la créativité qui intervient. On manque d'idées parce qu'il faut faire ça jour après jour. Les élèves sont moins motivés, etc. Donc, puis l'évaluation demeure toujours un point important dans tout ça. Donc, c'est de transformer, puis de transformer nos pratiques. Puis dans un contexte en ligne ou à distance, ben la différenciation devient très importante parce que les élèves en classe, ils sont là, ils sont comme, si tu veux, prisonniers de ta classe. Je veux dire, t'as
t'as pas nécessairement à travailler plus fort pour les garder là, ils sont là. Tu vois, mais tandis qu'à distance, si tu les engages pas, eux autres, ils se déconnectent ou ils sont ailleurs. Donc, la partie de l'engagement est très, très, très importante. Donc, il y a eu ça. L'autre aspect, ça a été puisque c'est une planification à revoir, ça a été de dégager du temps. Tu sais, le temps pour la planification, tout ça, le temps pour collaborer, revoir aussi tout ce qui est la logistique puis la structure pour que les profs puissent vraiment collaborer entre eux, donc revoir un peu le rôle de l'enseignant. Revoir un peu leur façon de collaborer ensemble, tu sais, de décloisonner un peu, puis de briser le moule. Moi, j'ai mes groupes, puis tu sais, traditionnellement, chaque prof a son groupe, puis le prof fait tout de A à Z, mais là, il y a possibilité de répartir ses tâches selon les forces de chacun. Ben, moi, je vais faire la vidéo. Toi, fais l'appui aux élèves à besoins particuliers, t'es meilleur là-dedans, tu sais. Puis moi, je vais davantage préparer le matériel ou les activités parce que j'ai une personne super créative. Tu vois un peu ce partage-là des tâches qui, selon moi, c'est comme ça qu'on devrait entrevoir une équipe de travail. C'est comme ça que ça se fait dans les milieux de travail. C'est comme ça que ça devrait se faire à l'école aussi. Donc, ça a été un peu d'accompagner les profs dans tous ces aspects-là. Puis je te dirais qu'il y a aussi éventuellement tout l'aspect équilibre, famille, travail. Donc, nous, on a démobilisé des gens pour aider les enseignants, appuyer les enseignants pour qui c'était un petit peu plus difficile au niveau de la conciliation famille-travail. Dans le contexte des journées carboneutres, comme l'intention c'était un projet environnemental à la base, c'est certain que je te dirais que certains ont compris plus rapidement que tu fais pas les mêmes choses à distance. Pour certains, c'est plus difficile. Tu sais, c'est un peu comme le modèle sa mère là, donc tu sais le premier niveau substitution là, donc dans les premières années, les premières fois qu'on le fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, par exemple, disaient bon ben fais tel cahier d'exercice, telle page à telle page, puis moi je suis disponible pour répondre à tes questions à tel moment, tu sais, pendant ton cours par courriel ou peu importe. Mais tranquillement, au fil des années, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. On a à chaque fois pris le temps de préparer, donc dans la planification de cette journée-là, les enseignants pouvaient se rencontrer, partager ce qu'ils faisaient. Et puis après, on faisait le partage des bonnes pratiques, ce qui fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé. Moi, j'ai donné de la formation sur l'enseignement hybride. Je donnais des ateliers, tout ça, sur qu'est-ce qui se fait mieux en classe et qu'est-ce qui se fait mieux à distance. Parce que j'ai toujours entrevu une école, disons, hybride, c'est-à-dire que même en présentiel à temps plein, il y a des apprentissages qui se font à l'extérieur de la classe, qui se font en ligne, puis il y a des apprentissages qui se font davantage en classe, puis de se poser la question, comment je peux optimiser mon temps de classe comme enseignant? Qu'est-ce qui a plus de valeur en classe? Ou est-ce que moi je vais être plus utile de quelle façon est-ce que je vais être plus utile à mes élèves? Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire en classe et qu'est-ce qui peut très bien se faire, même mieux à l'extérieur de la classe. Alors, cette réflexion-là, on l'avait déjà. Maintenant, est-ce que quand tu vis quelque chose une journée comme ça, ponctuel, que tu le fais 3-4 fois par année, et de se retrouver dans un contexte où tu le fais jour après jour pendant 3 mois, là, c'est autre chose. Et c'est là où tout le monde a dû s'adapter, puis c'est cette expertise-là qu'on n'avait pas, donc du long terme. Surtout pour des clientèles, je te dirais, de primaire, secondaire. Tu sais, puis on s'entend que c'est difficile. Là. Un enfant de 6-7 ans, on a beau dire ce qu'on veut, là, ça prend un accompagnement. Le parent est... Tu sais, je veux dire, on peut pas substituer l'école 5, 6, 7, 8 heures par jour. Là. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, pour une clientèle d'âge secondaire, ben ça commence à l'être et au collégial, ben c'est encore une autre réalité. Maintenant, moi, dans la réflexion de la future école, parce que c'est moi qui construis le projet pédagogique de cette école-là, c'est important pour moi d'avoir une agilité puis une flexibilité, tant au niveau des espaces-temps que des lieux. OK, pour justement essayer d'aller décloisonner, puis briser les silos de la période matière, puis
puis un enseignant enseigne tel groupe. Donc, je suis allée créer un horaire beaucoup plus ouvert, mais qui dénote toute une vision de l'enseignement beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile, avec déjà un mode intégré hybride. Maintenant, au niveau du régime pédagogique, on n'avait toujours pas le droit d'enseigner à distance. Donc, la possibilité d'avoir un horaire hybride à l'école secondaire, primaire, secondaire, puis même au collégial, ce n'est pas permis. Ça l'était pas jusqu'à cette crise-là. Donc, oui, ben c'est ça, c'est pour ça que personne le fait. Nous, on a eu un aménagement pour nos quelques journées carboneutres, mais sinon, ben moi, dans la nouvelle horaire, j'avais amorcé cette réflexion-là en se disant, on va proposer un projet pilote et on aménagera l'horaire pour pouvoir faire vivre une formation hybride. C'est-à-dire qu'à raison d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par semaine, surtout chez les plus vieux, on va leur apprendre à apprendre dans différents contextes. Donc, cette réflexion-là, à cause de ce projet-là, moi, je l'avais déjà amorcée. C'était déjà dans ma vision des choses d'offrir ce contexte-là hybride. Un, pour pouvoir mieux appuyer les élèves qui ont des besoins particuliers. Deux, pour que nos élèves apprennent à apprendre dans différents contextes, donc développent leur autonomie d'apprenant, ça c'est très important, puis pour que le temps en classe soit optimisé. Quand tu viens en classe, je te fais vivre une expérience qui est très pratique ou une expérience qui est très active. OK? Donc, et ce que tu peux faire par toi-même, tes apprentissages individuels, ben, tu les vis à ton rythme. Et on peut différencier aussi le parcours. Donc, pour moi, c'est vraiment un modèle optimal. Donc, la réflexion, elle était déjà amorcée. C'est pour ça que quand la crise est arrivée, nous, à Sainte-Anne-Actuelle, c'est quand même un environnement traditionnel avec des cours cloisonnés et tout. Donc, c'était d'amener un peu ce message-là puis le transformer en, si tu veux, un message pédagogique de comment est-ce que il faut réfléchir la pédagogie de notre cours, comment est-ce qu'on le transforme pour qu'il y ait une plus-value pour les élèves. Maintenant, c'est certain que ce à quoi on n'était pas prêt, c'était à donner des balises. C'est quoi les balises en termes bien concrets, là? Vous vous attendez à quoi au niveau de l'enseignement synchrone du présentiel? Vous vous attendez à quoi au niveau du soutien? Tu sais, au niveau, ça ressemble à quoi une tâche de prof? Tu sais? Ben ça, on n'avait pas statué on avait une politique de la formation à distance en cours, c'est-à-dire que en document de travail, mais j'ai dû travailler là-dessus en mode accéléré. Donc maintenant, on a une politique de formation à distance et au début, quand tout ça s'est arrivé, on savait pas combien de temps ça durait. Au début, c'était 2 semaines. Donc, on y est allé un peu. Bon, les enseignants envoyaient un plan de semaine à vos élèves. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Mais quand on a vu au début du mois de mai là que, ben, je vous dirais à la mi-avril que ça risquait de se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Là, on a vraiment établi des balises. C'est-à-dire un fonctionnement bien clair pour les enseignants. Puis c'est eux qui nous l'ont demandé. Maintenant, des balises, on en veut puis on n'en veut pas. C'est toujours un peu insécurisant. Où on est arrivé avec un fonctionnement qui à la fois offrait un encadrement, vraiment un équilibre entre un encadrement. C'est-à-dire que à partir du moment où puis là, je m'exprime principalement pour le secondaire parce qu'au collégial, tout de suite, ils ont embarqué dans un enseignement à distance. La session, là, il n'y a eu aucune pause. Les enseignants aussi étaient formés, avaient leur plateforme, tout ça. Eux avaient vécu des expériences à distance déjà avec leurs étudiants dans le passé. Donc, eux ont embarqué vraiment avec un enseignement à temps plein à distance pour que la session se perde pas. Donc, eux ont commencé avec l'horaire. Je veux dire, c'était simple, c'était clair. Eux aussi ont ont rencontré des défis je dirais, sur le plan technologique puis sur le plan de la motivation. Mais quand même, je dirais que eux, leur expérience, ça a été vraiment extrêmement positif. Puis les étudiants, ils se comparent avec les étudiants de d'autres cégeps ou d'autres collèges, puis ils ont bien vu que leur situation était vraiment très, très favorable. Donc, je mets un peu le collégial de côté parce que pour eux, les problèmes de logistique, c'est moins important. Pas que c'est moins important. Ce que je veux dire, c'est que il y en a pas eu de problème de logistique.
les problèmes n'étaient pas de cet ordre-là. Tandis qu'au secondaire, une grosse école, beaucoup d'élèves, des horaires bien cadrés pour chaque groupe, à un moment donné, fallait un encadrement minimal pour pas que les visios ou les rencontres obligatoires se rencontrent. Donc, on a établi vraiment un système, une logistique pour ça. Mais en même temps, c'est important pour nous que la flexibilité que les profs avaient eue dans les premières semaines pour faire vivre toutes sortes d'affaires, pour partager leurs tâches et tout, ben que ça reste. Donc, toujours l'équilibre entre encadrement et flexibilité. T'sais? Donc, on a établi un système où on demande aux enseignants un certain nombre d'heures en synchrone, en présentiel, en expliquant ce que c'est du synchrone. Ça peut être en grand groupe, ça peut être en petit groupe, mais on veut que les élèves aient un contact direct avec vous. Et après ça, ben, ce que c'est de l'asynchrone et qu'est-ce qui se fait en synchrone et ce qui se fait mieux en synchrone et en asynchrone. Bref, après ça, ça a été de les accompagner dans la pratique de tout ça. Puis c'est pas évident non plus à distance former les gens, passer le message. Les gens aussi étaient anxieux, vivaient des insécurités, de la fatigue. Il y a eu tout ça, là. Donc, fallait faire preuve de bienveillance, mais en même temps donner des balises claires pour que le suivi des élèves soit adéquat. En fait, je pense que la situation de la rentrée, ben, on n'a pas les consignes encore, mais je crois qu'on se dirige vers un présentiel. Maintenant, à quelle proportion ce présentiel, etc. Là, je pense qu'on arrive dans un nouveau contexte. C'est-à-dire qu'on était en classe à 100%, on a été en enseignement à distance à 100%. Là, on va se retrouver dans un système, puis ça va être aux écoles de choisir. Est-ce qu'on y va avec un système hybride? Est-ce qu'on y va avec un système bimodal? Et le bimodal, c'est quand tu as un cours à une telle heure puis tu as des élèves en classe et des élèves simultanément à distance. Contrairement à l'hybride où c'est je fais un cours où vous venez puis je fais un cours où vous venez pas. Donc, je sais que les enseignants, les profs du collégial puis la direction du collégial sont en ce moment à regarder les différents scénarios. Ma réflexion là-dessus, puis ma crainte, c'est que en ce moment, les gens qui connaissent et comprennent l'enseignement bimodal, on est peu nombreux dans le monde de l'éducation. Ce qui fait que moi, ma crainte, c'est que les solutions choisies soient des solutions qui, sur le plan pédagogique, soient pas aussi riches qu'une solution. Par exemple, si on décide qu'on va en mode bimodal, ben c'est une planification qui est tout à fait différente. On peut pas prendre le cours qu'on a enseigné à la session de l'automne passé, le reprendre puis dire bon ben je vais donner exactement le même cours. Et là où ça s'en va beaucoup dans les écoles, c'est OK, on va installer des caméras dans les classes. Et les élèves vont suivre à distance. Puis là, ben moi, j'ai pas 2 cours à préparer. J'enseigne. Puis les élèves qui suivent à la maison, mais ça, c'est extrêmement démotivant. En fait, c'est un peu comme le modèle des MOOC quand ça a débuté, où il y avait comme 8-10% de réussite. C'est très mauvais, c'est pas engageant. Un modèle bimodal, il faut vraiment qu'on engage dans des activités collaboratives les jeunes qui sont à distance. Il faut bien préparer l'explicite. Faut s'assurer d'avoir des modes d'interaction, etc. Donc moi, je suis pour qu'on se prépare au mode bimodal sur le plan pédagogique. Et là, les solutions technologiques vont apparaître et là, les solutions d'organisation scolaire vont apparaître. Donc, on va voir toutes sortes de solutions hybrides, bimodales, etc. Il va en avoir des bonnes et des moins bonnes. Mais ce qui est encourageant là-dedans, c'est que ça fait place à des solutions pour le futur. Par exemple, au collégial, puis ça se vit sûrement à l'université, c'est que, et pour avoir assisté à des réunions de direction au collégial, c'est que les cours à 8 heures le matin, le taux d'absentéisme est extrêmement élevé. Nous, chez nous, avec l'enseignement à distance, ce qu'on a vécu, c'est que à distance, le taux de présentiel était à peu près de 80 quelques % au cours de 8 heures le matin, alors qu'à distance, il était de 50%. Et nous, on a des élèves, des étudiants motivés, on n'a que du préuniversitaire. Donc, vous voyez, on vient un peu, on approche de solutions à long terme qui pourraient vraiment contribuer à la motivation et à l'engagement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a pas une bonne connaissance des solutions pédagogiques,
Et si celles-ci ne sont pas appliquées aux solutions logistiques et technologiques, on va voir un désengagement des élèves. Parce que du bimodal mal fait, ça va juste contribuer à démotiver les élèves, puis après ça, on va avoir un discours négatif sur l'utilisation de la technologie, puis l'enseignement avec la technologie. Puis c'est ça qui me fait peur dans tout ça. En fait, je, je me demande si y a la situation des profs, mais j'ai l'impression que le mode comodal ou bimodal, je crois que l'exercice de repenser leur planification, euh, un, peut-être qu'ils n'en ont pas très envie. Pour certains, ils n'en ont pas très envie. Pour d'autres, c'est vraiment loin de ce qu'ils avaient imaginé. Donc, si t'es pas déjà dans un mode de pédagogie active, puis on le voit de plus en plus là, dans les cégeps, les universités, mais c'est pas encore si répandu le modèle de pédagogie active. Alors, si t'as pas fait cette réflexion-là avant, c'est difficile d'être créatif dans ce modèle-là. Puis tu sais, nous on a cofondé la Factory, qui est l'école de la créativité, qui donne des formations professionnelles. C'est une école qui donne des formations à des gens dans le milieu professionnel pour le déploiement de la créativité. Donc, différents types de formations, entre autres la pensée design, etc. Moi, ce que j'aimerais organiser avec eux pour la fin de l'été puis l'automne, c'est des séances de brainstorm entre enseignants de tout milieu et de niveaux différents, juste pour la partie créativité, échanger des idées. Qu'est-ce que vous faites? Comment on peut faire pour faire de l'enseignement comodal? Je pense que c'est un des freins, c'est vraiment l'aspect de devoir toujours recréer, replanifier, transformer. J'imagine que c'est un peu effrayant tout ça. Seulement. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut créer. C'est ce genre de tu sais de groupes-là, de communautés-là qu'on souhaite créer. C'est une forme de collaboration qui est pas présente dans un contexte de classe normale. De la même façon qu'on a vu émerger dans un format à distance des élèves qui étaient un peu plus low profile dans une classe, mais qui ont eu la possibilité d'interagir différemment ou donc il y a vraiment des élèves qui dans une classe sont low profile qui vont vraiment ressortir davantage dans un mode à distance ou dans un mode de communication qui est différent, par exemple avec le prof et tout ça là. Donc c'est intéressant. C'est là où aussi de s'ouvrir à différents médias, de s'ouvrir à différentes formes de production, même dans un modèle à présentiel. En présentiel, ça peut vraiment avantager le plus grand nombre d'élèves. Tu sais, c'est un peu comme l'approche inclusive, hein, le UDL, le Universal Design for Learning. On est un peu là-dedans, finalement. C'est certain que nous, on est dans un milieu, on est dans une école privée, hein, donc déjà au niveau de l'accès à la technologie, les étudiants comme les élèves ont à la base le matériel nécessaire. Et c'est certain que tous avaient accès à une connexion de la maison. Fait que cet aspect-là, pour nous, a pas du tout été problématique. Bien au contraire. Maintenant, au niveau des approches pédagogiques, c'est toujours un défi de faire. C'est toujours un défi de former les profs à l'inclusion et aux pratiques, disons, qui sont les plus équitables possibles. Puis là, dans un mode à distance, ben c'est de de faire ouvrir encore davantage aux différentes formes de production. Mais je te dirais que c'est pas l'élément, si tu veux, d'équité, est pas ressorti comme un élément problématique chez nous. Contrairement à ce qu'il aurait pu, à ce que ça aurait pu être, disons, dans d'autres milieux où, par exemple, l'accès à la technologie peut être une problématique ou le fait que le si tu veux,
le fait d'arrimer le travail et tout ça, ça nous on n'est pas on n'est pas dans ce contexte-là. Sur le plan aussi des programmes à faire, on est en programme préuniversitaire, donc tout ce qui est programme d'avantages techniques, on l'offre pas. Donc tu vois, ça a été, on n'a pas vraiment rencontré de problème à ce niveau-là. Ben, nous, on a quand même au collégial un bon nombre d'enseignants, d'étudiants internationaux, hein. Ça a dû être considéré parce que on a bon nombre d'étudiants français. Donc, à partir du moment où tu suis un horaire euh, fixe dans un fuseau horaire montréalais, puis que tu as des étudiants, je te dirais qu'on a une vingtaine d'étudiants français, mais on est un petit cégep, là. Donc, c'est beaucoup quand même sur le lot. Donc, là, il a fallu que les enseignants fassent preuve de flexibilité, puis de s'assurer que ce qui était de la portion explicite, c'était filmé, que les étudiants français aient accès à cette portion-là, que le travail asynchrone, ben, qu'ils tiennent compte de ce fuseau horaire-là. Donc, ça, c'était quand même assez intéressant. Et je te dirais que pour les étudiants français, c'était d'avoir accès à la même tu sais, les groupes de collaboration, faire partie des équipes. Donc, ça a été un peu un ajustement pour tout le monde, tu sais. Donc, tout le monde a dû comprendre, OK, c'est quoi la période où c'est raisonnable là, pour tout le monde de travailler ensemble. Donc, puis ça, c'est pas évident parce que si nous, parce que ces blocs horaires-là, ben, amènent une réalité avec le travail à temps partiel et tout ça. Donc ça a été un ajustement. Les profs ont dû faire preuve de souplesse. Puis accompagner un peu les élèves là-dedans. Mais c'est certain que pour nos élèves français, ben ça a dû être un peu moins, un peu moins intéressant de pas pouvoir se joindre toujours en temps réel. Ok. Ça, c'est un des aspects, entre autres, auxquels je pense, tout l'aspect international. Et l'évaluation, là, c'est toujours en tout contexte, peu importe, c'est toujours le nerf de la guerre. OK? Mm. Donc, c'est certain que depuis déjà plusieurs années, nous, on prône vraiment l'évaluation intégrée, c'est-à-dire l'évaluation formative et que l'enseignant utilise le plus possible son jugement professionnel. Donc, l'accumulation de traces en cours de route, ça fait quand même plusieurs années qu'on l'encourage. Maintenant, ça a été de revenir sur à distance, c'est quoi une trace? On est dans un contexte d'évaluation de compétences, de développement et d'évaluation de compétences. Donc, l'importance ça commence par proposer des tâches complexes, de les morceler. Tu sais, là, on revient beaucoup à un discours pédagogique, mais tout se comprendre venait prendre toute son importance là. Tu sais, puis là, ça a été, je veux dire, il y a eu plusieurs choses, parce que, bon, la session d'examen a eu lieu. Et là, ça a été de dire, parfait, la session d'examen formelle a lieu. Et là, il y avait la question du plagiat, tout ça, comme partout ailleurs, et ça a été de dire, ben, ce qu'on vous dit depuis des années, de réfléchir à une évaluation de type complexe, qui va demander à l'élève de mobiliser ses connaissances au service de ses compétences. Donc, ça veut dire que vous revoyez vos tâches d'évaluation. Hein? Puis que votre évaluation finale est vraiment liée directement à l'apprentissage fait. Donc, ça a été tout un questionnement, puis je vous dirais que on a passé plusieurs semaines à réunir les enseignants par département, etc., de différentes façons, pour qu'ils réfléchissent à ça va être quoi votre évaluation finale et de discuter autour de l'évaluation. C'est quoi les traces que vous accumulez? Qu'est-ce qui ne peut pas être une trace? La présence à une visio, ce n'est pas un rendement de compétences, c'est un comportement. Donc, comment on fait pour mobiliser les jeunes avec des billets d'entrée, des billets de sortie de classe? Comment est-ce qu'on morcelle une tâche? Tout ça, c'est des discussions qu'on avait depuis longtemps, mais qui étaient un peu prises à la légère parce qu'on n'a pas besoin, on peut avoir des évaluations formelles où tout le monde est avec des questions plus simples ou ce qu'on appelle des évaluations de par cœur ou des trucs comme ça. Mais là, cette situation-là a vraiment forcé les gens à réfléchir et à transformer.
l'évaluation en cours de session. C'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour rendre la pensée de l'élève visible, aller dans la tête de mon étudiant, voir, si tu veux, l'évolution de ses apprentissages et du développement de sa compétence. Et à la fin, ça va être quoi la meilleure démonstration pour lui ou pour moi de cette compétence-là. C'est toutes des choses qu'on avait déjà abordées déjà, mais là, on a dû accompagner les enseignants, puis on a dû aussi leur allouer du temps de réflexion, de partage, de formation sur le plan d'évaluation. Du secteur collégial, bon, on a un directeur des services pédagogiques, on a un directeur des études qui accompagnait, mais on a aussi une conseillère pédagogique. Et nous, le collégial, c'est petit, hein? On a peut-être 25 profs au total. On a aussi la chance d'avoir dans notre personnel des gens qui enseignent au programme en enseignement à l'université, dans différentes universités. Donc, on a mis tous ces gens-là à profit. Puis, on a aussi on a tenté d'offrir le plus d'opportunités possibles de formation. Au collégial, nous, nos profs, tous les mercredis après-midi, c'est de la formation, c'est du développement professionnel. Les enseignants travaillent en CAP et sinon, c'est de la formation, c'est du partage, donc on a utilisé tous ces moments-là en leur fournissant le plus des tutoriels. Par exemple, je pense au tutoriel de Steve Masson sur l'évaluation notamment. Il y en a d'autres aussi, mais ça a été d'ouvrir les discussions le plus possible puis de mettre notre conseillère pédagogique et nos enseignants. En fait, on a 3 enseignants qui enseignent à la formation initiale des maîtres dans différentes universités. Donc, ça a été de mettre ces gens-là à profit dans des cercles de discussion. Puis par chance, c'est des gens qui viennent pas non plus du même département, là. On en a un qui vient du domaine des sciences, une autre des langues. Donc ça a permis ça a permis aux enseignants de collaborer, puis à certains enseignants d'accompagner leurs collègues. Fait que ça c'était très intéressant. En fait, il n'y a jamais eu autant de collaboration entre les enseignants qu'il y en a eu en ce moment. En temps de crise, quelles sont les compétences qui sont essentielles pour une équipe qui va accompagner les professeurs dans une transition comme celle qu'on a vécue? Donc, comme d'après toi, ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça a fait que vraiment ces personnes-là ont pu accompagner les autres? Comme quelles étaient ces compétences-là qu'il faut absolument que, c'est comme du first aid. Oui. Qu'on doit avoir parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a la COVID. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, je crois que ce sont des compétences essentielles qu'on ne peut pas juste laisser de côté. Alors, quelles sont ces compétences d'après toi? Écoute, tu me poses une bonne question. Faudrait que je réfléchisse davantage. Mais rapidement comme ça, la capacité d'écoute est essentielle, puis de comprendre qu'est-ce que l'autre nous dit vraiment. Hein? Il nous parle de quoi vraiment là. Donc cette écoute-là, qui est une écoute vraiment empathique, c'est très important. Je pense que s'ajuster sur le plan de la communication aussi. On communiquera pas de la même façon d'une personne avec une autre. Ça, je pense que c'est essentiel. Et de cette espèce d'adaptabilité-là, tant sur le plan de la communication, mais aussi de la solution qu'on va proposer. En sachant que tout le monde n'a pas le même seuil de tolérance, tout le monde n'est pas rendu au même niveau. Donc, adaptabilité, communication, écoute empathique, c'est des compétences importantes, mais pour tout conseiller, pour tout accompagnateur, dans n'importe quel contexte, je pense que c'est important, mais là, ça prenait tout son sens parce que en période de COVID,
quand un enseignant allait vers nos conseillers, parce qu'on a des conseillers au primaire, on a des conseillers au secondaire. Puis moi, mon travail, ça a été de travailler avec eux en amont, tu sais, davantage avec eux qu'avec les enseignants ou les profs. Ces gens-là, souvent, devaient communiquer, accompagner des enseignants qui vivaient qui étaient en situation d'urgence. Donc, et souvent en situation d'anxiété ou en situation détresse, c'est peut-être fort comme mot, mais qui se sentaient davantage démunis. Donc, tous ces éléments-là d'écoute empathique, de communication, d'adaptabilité, écoute, ça prend vraiment une importance encore plus grande là, dans ce contexte-là, puis de cette capacité-là à, je te dirais, tu sais, tout l'aspect psychologique et d'arriver avec une proposition de solution adaptée, ça, c'était très important. Surtout que ces gens-là, eux aussi, sont en train de passer à travers la crise de la COVID. Absolument, absolument. Ben, tout le monde est en apprentissage. C'est ce que j'ai dit, moi, aux profs puis à tout le monde. J'ai dit, dans les 2 derniers mois, vous avez été en apprentissage accéléré en continu. C'est comme jamais dans votre vie, vous allez apprendre autant sur le plan professionnel que vous l'avez fait là. Tu sais, c'est quand même assez particulier, là. Je commence la rédaction d'un article, ce que l'école doit apprendre de la COVID, tu sais, ce que l'école doit apprendre et retenir. OK, je commence par les leçons retenues. La formation continue des profs et des enseignants, c'est fondamental. La compréhension que l'intégration des technologies doit se faire au service de l'humain, qu'on arrête le débat sur technologie ou pas de technologie. Oui, la technologie au service de la pédagogie ou de l'humain. Ça, c'est fondamental. L'importance de revoir les espaces-temps et les espaces-lieux pour avoir plus de flexibilité. C'est un autre constat. Les leçons à retenir, c'est que on a la responsabilité de former les jeunes, les étudiants, les élèves à apprendre dans des contextes différents. Plus que jamais, le développement des compétences doit primer sur un transfert de connaissances. Faut voir les écoles comme faut lier davantage les écoles à la communauté. Ça, c'est un autre des constats. Collaboration, que ce soit entre élèves ou entre profs, ça doit être maximisé. Absolument. Tu sais, je te dirais que le concept de flexibilité là et le concept d'équité, d'inclusion là, qui a pris toute sa place, même sur le plan des approches pédagogiques, ça doit demeurer. Puis bien sûr là, je passe toutes les réflexions que, tu sais, la fracture technologique là, le fait qu'on doit être, c'est vraiment à jour sur le plan technologique, qu'on doit plus laisser les écoles être en retard, mais qu'on doit aussi, on doit aussi favoriser l'innovation davantage à l'école, là. Tu sais, que l'école doit devenir un lieu principal d'innovation, puis on pourrait se parler d'intelligence artificielle, là, puis d'analyse de données. Tu sais, en ce moment, là, ça, on aurait pu s'en parler, ça aurait été un autre sujet, là, tu sais, mais il y a plein d'outils d'analyse de données. En tout cas, nous, on fait un projet pilote avec B12 et si cet outil-là avait été déployé et si on avait des données d'intelligence artificielle, ben l'analyse de données là comme outil de suivi d'élèves puis de personnalisation de l'enseignement, tu sais. Puis ça, c'est une autre chose, c'est que on vient d'ouvrir la voie à une personnalisation de l'enseignement. On sait que c'est possible. Tu sais, il faut le retenir, ça. Comment est-ce qu'on va vers une personnalisation de l'enseignement? Comment est-ce qu'on va vers une flexibilité? Et les écoles doivent être agiles.
l'agilité des écoles puis le leadership pédagogique, c'est fondamental. Je pense que les concepteurs pédagogiques ou les conseillers pédagogiques, sur le plan de l'accompagnement, doivent... en fait, on se doit d'être des écoles apprenantes. C'est-à-dire qu'il faut construire des outils, que ce soit des... Tu vois, nous, là, notre formation l'année prochaine, là, moi, je suis en train de tout faire le passage d'une formation vers le webinaire. Okay? Donc, accessibilité, tous les mêmes mots que je t'ai dit, là, accessibilité, flexibilité, que les gens puissent avoir accès à une formation personnalisée. Ça, c'est important au niveau de l'accès aux ressources. Après, ça prend des mécanismes de collaboration. Il faut que les profs puissent se retrouver avec des conseillers, collaborer, partager des idées, s'entraider. Ça prend des réseaux de partage, des réseaux de collaboration dans les écoles, mais dans les milieux aussi. Okay? Dans les milieux scolaires, il faut que les écoles collaborent. C'est super essentiel. L'autre chose, c'est que ça prend aussi un accompagnement personnalisé où on va être accompagné dans le pas à pas.